Cet anniversaire et notre présence aujourd'hui sont là pour nous rappeler que les peuples ne sont jamais à l'abri de projets criminels. Nous allons écouter maintenant les jeunes du collège Camus avec leur professeur d'histoire, M. Auger, et quelques-uns de ses collègues qui vont nous lire des lettres qui ont été écrites donc par les résistants ou par les personnes qui étaient dans les camps de concentration. Face à la défaite, à la débâcle, deux attitudes. Celle de la résignation qui va rapidement virer vers la collaboration dès octobre 1940 avec le statut des Juifs. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, décrétons. Article 1er. Et regardez comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint est lui-même juif. Alors complété en mai 1942 par la 8e ordonnance. L'étoile juive est une étoile à 6 pointes ayant les dimensions de la paume d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription juif. Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine. Ces lois antisémites entraîneront des actes de civisme, voire de résistance dans les écoles ou dans les rues de France, comme les témoignages de ces enfants juifs. La directrice de l'école, mademoiselle Lecomte, savait que nous étions juifs. Elle nous a présentés aux enfants de l'école et elle a dit « Vous voyez, les enfants, les caricatures que nous voyons sur les murs, avec tous ces juifs et leurs gros nez, leurs gros ventres. Ces caricatures sont des mensonges. Regardez ces enfants, ils vous ressemblent. Ils sont pareils que vous. » Et un jour, il y a eu les képis dans la cour. Et tous les enfants nous ont prêté main forte et nous ont aidés à nous sauver. En 1942, nous étions à Paris. On commençait à porter l'étoile jaune. J'ai un souvenir extraordinaire. Je sortais dans la rue, c'était le premier jour. Et il y a un monsieur que je croyais vieux, un monsieur très digne, très distingué, avec la Légion d'honneur, qui s'est approché de moi. Il a enlevé son chapeau et il m'a dit « Monsieur, je vous demande pardon pour la France. » Ou cet autre témoignage de la résistance d'une autre enfant face à la politique de Pétain. Le samedi, on défilait en chantant « Maréchal, nous voilà !» un hymne à la gloire du maréchal Pétain. Et un jour, un lundi matin, on me demande de lever le drapeau au milieu de la cour du collège. Je me suis avancée jusqu'au pied du mât et d'une voix forte, j'ai crié « Jeanne a repoussé les ennemis hors de la France. Quand le maréchal Pétain en fera autant, je lèverai le drapeau, mais pas avant. » La deuxième attitude est celle de la résistance, dont l'esprit naîtra à Londres le 18 juin 1940 du général de Gaulle. Antoine. Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique et qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres, Charles de Gaulle. De Londres viendra aussi ce chant des partisans de Maurice Druon et de Joseph Kessel, qui servira d'hymne à la résistance française. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Voici la dernière lettre de Henri Ferté, fusillé à l'âge de 16 ans par les Allemands à la citadelle de Besançon. Chers parents, je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout, et je chanterai Sambre et Meuse parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a appris. Parfois, ce sont des étrangers qui sont morts pour la France, travailleurs étrangers, juifs, polonais, arméniens, comme les 23 fusillés du groupe Manoukian, rendus célèbres par la fameuse affiche rouge de la propagande nazie. Voici la dernière lettre de Mitsak Manoukian à sa femme. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Merci aux collégiens et à leurs professeurs de faire vivre ainsi le devoir de mémoire et de nous rappeler ces années d'histoire de notre pays.